Bonjour et bienvenue dans l'Hebdo, la récap en 15 minutes chrono de l'actualité de la semaine. C'est maintenant officiel, Kirsten Neushofer a remporté la Golden Globe Race. Elle a franchi la ligne d'arrivée en toute fin de journée ce jeudi et entre donc au panthéon des grandes navigatrices hauturières. La Sud-Africaine a été accueillie par une foule de sablets et sa famille, sa mère notamment, dans les bras de laquelle elle s'est empressée de courir. Une soirée historique riche en émotions que nous vous proposons de revivre. Acclamations, fumigènes et champagne. La totale pour célébrer l'arrivée de Kirsten Neushofer ce jeudi soir au Sables d'Olonne. La skippeuse arrive au ponton tout sourire alors qu'elle apprenait à peine 2 heures avant sa victoire. Comment vous sentez-vous ? Bien. J'étais dépassée. Je pensais vraiment arriver après Simon et Abilash. Alors oui, ça fait beaucoup de choses à encaisser. Elle devient la première femme à remporter un tour du monde en solitaire. Mais ce qu'elle retient surtout, c'est son parcours de skipper. Je voulais gagner parce que soit on veut gagner, soit on veut juste compléter. Si on veut gagner dès le début, on fait tout dès le début dans les préparatifs pour gagner. Et c'était ce que je voulais. C'était pas ce que je voulais gagner parce que je suis une femme. Je voulais gagner parce que je voulais faire de mon mieux. C'était le challenge et je ne voulais pas être dans une catégorie séparée comme femme. Je voulais être là dans l'égalité de tous les skippers dans la course. De quoi impressionner jusqu'au fondateur de la course. Elle termine une aventure fantastique, c'est une course incroyablement difficile et elle l'a réussi tellement bien. C'est une belle personne et je pense qu'elle va inspirer beaucoup de gens. L'arrivée fut pourtant longue. Le vent manque et Kirsten avance tant bien que mal vers la ligne d'arrivée pour la franchir enfin à 21h43 et 47 secondes. Après presque 235 jours passés sur l'eau. Un exploit, un record, le retour des héros a débuté de la plus belle des manières. Et après application de la bonification acquise pour le sauvetage de Tapio Lehtinen, le temps de course officiel de Kirsten est 233 jours, 20h43 minutes et 47 secondes. Le prochain à franchir la ligne d'arrivée sera Abilash Tomi ce week-end. C'était un tout autre style de bateau présenté à l'Île-Dieu par la région Pays de la Loire. Il s'agit de l'Insula Oya 3 qui prend la relève pour desservir Fromentine, Saint-Jean-de-Mont et l'Île-Dieu. La bénédiction officielle était organisée vendredi matin en présence d'un public curieux de découvrir le bateau. Ils étaient nombreux, les îlets, à être venus assister à la bénédiction et l'inauguration de l'Insula Oya 3, le nouveau bateau cargo de la compagnie Lieu Continent. Après plusieurs mois de retard, le nouveau navire était en effet très attendu. L'Insula Oya, de toute façon, le bateau qui emmène les marchandises, c'est notre cordon ombilical, c'est très très important. Sans lui, on ne peut pas avoir les marchandises, parce que moi je travaille dans un supermarché. Ça va être plus pratique pour évidemment le transport de marchandises, de temps en temps évidemment des passagers. Et puis c'est bien pour à la fois la région et pour l'Île-Dieu, pour l'attractivité du territoire. Ça va changer, peut-être que c'est plus confortable et puis qu'on passe dans des bonnes conditions quand même. Puis il y a un petit coin bar quand même, on peut pouvoir boire un coup, alors que dans l'autre on ne pouvait pas. C'est vraiment beaucoup plus grand, beaucoup plus performant, la passerelle est beaucoup plus grande, c'est sûr là ça va être une vie incroyable pour ce bateau. Plus rapide, plus moderne que son prédécesseur mis en service en 1982, le bateau de 55 mètres de long et 13 de large permettra de relier Fromentine à l'Île-Dieu en 1 heure, soit une dizaine de minutes de moins qu'à l'heure actuelle. À bord, jusqu'à 150 tonnes de fret, 15 véhicules et près de 400 passagers qui voyageront beaucoup plus confortablement qu'avant. Il y a déjà une capacité plus importante avec la possibilité aussi d'aller sur l'extérieur. Je pense que ça, c'est une attente forte. Et puis un environnement aussi, j'ai envie de dire, très, très, très cosy, avec aussi un espace détente et puis un espace bébé pour les familles. Je pense que c'est quelque chose aussi d'important. Et puis bien évidemment, ce bateau est totalement équipé pour l'accessibilité justement des personnes en situation de mobilité réduite.
Pour diminuer son impact environnemental, un système d'alimentation électrique permet au bateau de fonctionner à quai sans aucune utilisation de moteur, donc sans émission de CO2 pendant les phases de chargement et de déchargement. Les premiers passagers pourront prendre leur billet dès ce 2 mai, et ce pour au moins les 30 prochaines années. Le centre hospitalier de Luçon va-t-il devenir hôpital de proximité ? Après la bascule des établissements de l'Île-Dieu, de la Chatagneraie puis Montaigu, c'est en tout cas les bruits qui circulent, même si rien n'est encore officiel. La rumeur inquiète en tout cas les syndicats et le collectif des patients sans médecin qui rencontraient la presse ce mercredi après-midi. L'hôpital de proximité, c'est l'obligation d'aller se faire soigner ailleurs. C'est en tout cas la crainte de l'Union locale CGT de Luçon et du collectif Patients sans médecin Sud-Vendée Littoral. Leurs représentants étaient réunis ici ce mercredi devant les urgences de l'hôpital de Luçon pour exprimer leur peur de voir fermer certains services. Car si le nom hôpital de proximité peut réjouir, il implique dans les faits de potentielles fermetures. Il est défini juridiquement comme une structure sans obstétrique ni chirurgie, ce qui veut dire sans maternité ni bloc opératoire, et c'est déjà le cas ici à l'hôpital de Luçon. En revanche, pour le reste des services, la direction peut les garder. L'hôpital de Luçon compte encore aujourd'hui un service de médecine, même si le nombre de lits diminue, mais aussi un service de soins de suite pour la convalescence, un service de radiologie ou encore un laboratoire d'analyse pour les urgences qui malgré cela fonctionne en mode dégradé. Et ce qui inquiète, c'est l'utilisation de ce verbe « pouvoir », car comme me l'expliquaient les représentants du collectif des patients sans médecin, dans un hôpital de proximité, il peut y avoir d'autres services comme ceux présents ici à Luçon, mais il peut aussi ne pas y en avoir. Et l'inquiétude de voir des services devenir facultatifs, et notamment celui des urgences, même si une promesse aurait été faite le concernant. Inquiétude partagée par les représentants du centre hospitalier de Fontenay-le-Comte qui craignent de voir leur hôpital prendre le même chemin que celui de Luçon. Par manque de personnel, on n'accueille plus les malades. Les malades vont ailleurs, donc il y a moins de malades, il y a moins de professionnels qui viennent. Et donc on est dans un processus on vide l'essence même. On est dans une situation en fait de gestion d'entreprise privée. On décharge le contenu de l'hôpital. Il y a moins de patients, il y a moins de spécialistes, il y a moins de patients, il y a moins de spécialistes. Et donc on arrive à nous dire, eh bien maintenant ça n'a plus de sens ce qui incite ici, alors qu'on a un bassin d'emploi et de vie qui demande et qui a besoin de cet hôpital. Quand vous habitez Montaigu, quand vous avez besoin d'une urgence et d'être transporté en urgence soit à La Roche, soit à Nantes, avec un 2 tons et un gyrophare, Montaigu-Nantes, vous êtes en 20 minutes, vous êtes au CHU. Luçon, quelquefois, il faut plus d'1 heure pour rejoindre La Roche-sur-Yon. Donc la perte de chance n'est pas du tout comparable entre Luçon et Montaigu. C'est pour ça que nous refusons d'être mis sur le même pied d'égalité que Montaigu. Et une fois n'est pas coutume, on prend à présent la direction du département des Deux-Sèvres, à Bressuire plus précisément. C'est le point de rassemblement choisi mardi par une dizaine d'élus de communes desservies par la ligne TER 14 qui rallie Saumur au Sables-d'Olonne via La Roche-sur-Yon. Ligne menacée de disparition due à d'importants coûts de régénération reposant exclusivement sur l'investissement des régions Pays de la Loire et Aquitaine. Alexandre Le Naour fait le point sur la situation. La ligne 14 n'est pas seulement une ligne des plages, un constat partagé par l'ensemble des élus réunis ce mardi à Bressuire dans les Deux-Sèvres. Les 11 élus appartenant aux 3 départements que traverse la ligne évoquent un bien commun qu'il serait anachronique de laisser mourir, un rattachement vital pour le tourisme et l'écologie. Yannick Moreau, maire des Sables-d'Olonne, évoque même le cordon ombilical de l'emploi et de l'économie. C'est donc dans cette optique que le groupe va prochainement co-signer et envoyer un courrier à destination des 2 présidentes de région, Pays de la Loire et Nouvelle-Aquitaine. Mot d'ordre du courrier, solliciter un entretien auprès des 2 présidentes et ce en vue d'accélérer et de réaliser dès que possible les travaux de réhabilitation sur ces lignes, compris entre 120 et 200 millions d'euros, car pour rappel, le ferroviaire reste la compétence des régions, un investissement qui pourrait en tout cas rentrer dans le cadre de la nouvelle donne ferroviaire de 100 milliards d'euros, comme voulu par la Première ministre Elisabeth Borne. Étaient présents les maires des communes vendéennes de Pouzauges, Chantonnay, La Roche-sur-Yon et les Sables-d'Olonne, en plus de représentants du département. Il s'agit de la première action de défense de la ligne 14 menée par les élus. Selon eux, elle sera empruntée chaque année par environ 100 000 voyageurs.
Elle joue effectivement sur un certain nombre de sujets qui sont évidemment l'emploi et l'économie, absolument indispensables. Là où aujourd'hui nos entreprises recherchent du personnel, on voit sur nos bords de route, cherchons personnel, et bien du coup l'idée d'avoir potentiellement un train qui peut nous amener d'un point à un autre, c'est extrêmement intéressant. Nous sommes un territoire enclavé, loin de l'autoroute. Donc pour nous, la ligne, elle existe. Si elle n'existait pas, nous n'irions pas la chercher. Mais elle existe, donc il est important qu'elle puisse être mise en route. Aujourd'hui, elle est pratiquement inexistante puisque nous avons 2 circulations de trains qui ne correspondent pas aux heures de travail. Aujourd'hui, ce n'est pas une ligne qui dessert et qui sert les usagers. Nous avons une ligne de SNCF à défendre, la ligne 14, une ligne essentielle pour la survie des territoires, pour l'équilibre des territoires et sur le volet en particulier de l'emploi. Dans l'actualité également, Bérangère Couillard, secrétaire d'État chargée de l'écologie, était au Sable d'Olonne lundi après-midi. Elle y a visité le projet Jourdain, un programme expérimental de valorisation des eaux usées dans la ligne du plan eau lancé par le gouvernement. Les détails avec notre journaliste Colline Davy. Une visite ministérielle au milieu des tuyaux et des pancartes explicatives, car c'est ici que se développe le projet Jourdain. Jourdain est un projet expérimental de réutilisation des eaux usées. Pourquoi expérimental ? Parce qu'aujourd'hui, la législation française ne permet pas ce modèle de réutilisation des eaux usées pour les réincorporer sous un format eau potable in fine, même en passant par un milieu naturel. Et donc, avec ce projet Jourdain, l'objectif du projet Jourdain, c'est qu'à 2027, au fur et à mesure des étapes qui seront validées, nous puissions écrire la législation française qui permette de réaliser ce type de projet, de le dupliquer en Vendée et que la réutilisation devienne une ressource nouvelle pour la Vendée, mais aussi pour la France et l'Europe. Un programme moteur pour la mise en œuvre de la mesure 18 du plan du gouvernement pour une gestion résiliente et concertée de l'eau. Celle-ci vise à passer de moins d'1% d'eau réutilisée aujourd'hui à 10%. Ce que nous souhaitons, c'est accompagner ces collectivités à hauteur, donc l'État va le faire, à hauteur jusqu'à 2 millions d'euros par an. Ça va concerner une centaine de collectivités. Et ce que nous souhaitons, c'est bien faire en sorte de développer cette technologie, principalement sur les communes littorales, et donc atteindre 10% d'eau usée, réutilisée, à horizon, très rapidement à horizon 2030. Une convention tripartite a été signée afin de développer cette technologie sur un maximum de communes littorales. Ces maires, ils aspirent à ce que l'État rende possible la réutilisation de l'eau usée pour les usages du quotidien, l'arrosage des parcs publics, le nettoyage des voiries, des espaces publics, et pour l'eau potable, comme ça va être le cas ici au Sable d'Olonne. Ça va devenir la règle et non pas l'exception. Et donc c'est une bonne nouvelle que nous allons participer à promouvoir parce que cette eau traitée dans les stations d'épuration, elle ressort de bonne qualité et elle n'a pas de raison d'être rejetée en mer. L'unité d'affinage au cœur du procédé commencera à fonctionner dès cette année. Le projet Jourdain sera pleinement opérationnel en 2027. Il a 23 ans et démarre sa carrière de boxeur professionnel. Enzo Gros, 6 fois champion de France amateur, catégorie moins de 62 kg, était à Laval, Espace Mayenne, vendredi soir pour son baptême du feu. Un moment unique dans une vie. Cet objectif, ça fait un petit moment que j'y réfléchissais, parce que forcément, quand on est petit, on pense directement à la boxe professionnelle, donc c'est vrai que ça trottait dans ma tête depuis un moment. La préparation, sinon, elle s'est bien passée. Je suis parti 10 jours à Toulouse pour mettre les gants avec Sofiane Oumia et Jawad Belmedi. Physiquement, je me sens prêt, la prépa physique, elle était au top. J'ai pu travailler là-bas à Toulouse en plus en hypoxie, donc c'est vrai que c'est un petit plus qu'on n'a pas forcément ici, donc physiquement prêt, comme tout le temps, je me sens bien. Et on se quitte avec l'affiche enfin dévoilée de la Foire des Minets 2023. Elle a été officiellement présentée ce vendredi soir. On y découvre le thème de cette 69e édition, un thème tout en couleur et en chaleur puisque les Antilles françaises seront mises à l'honneur. Miss France 2023, guadeloupéenne, sera présente. La Foire des Minets se déroulera à Challans du 8 au 12 septembre 2023. Il est l'heure de refermer cet hebdo. Le retour de l'actualité, vous le savez, c'est à partir de mardi, puisque lundi, c'est férié. Donc mardi à 7h dans votre matinale. Quant à moi, je vous souhaite un très bon week-end et à bientôt sur TV Vendée.